On vous le rabâche dans l'actualité, de nombreuses espèces disparaissent à cause du changement climatique. C'est valable pour les animaux, les insectes, mais aussi pour les plantes, souvent grandes oubliées des top 10 des espèces dont la disparition annoncée nous brise le plus le cœur. Non, elles ne sont pas forcément mignonnes, mais elles méritent aussi de survivre. Heureusement, des héros de l'ombre partout en France œuvrent pour leur protection. Ce soir, nous accueillons Clémence Hendrix et Charlotte Camard du Conservatoire botanique national de Bailleul pour nous expliquer tout ça. Nous sommes le mercredi 13 janvier 2022, vous écoutez l'épisode 463 de Podcast Science, bienvenue. Merci Pascal de m'avoir fait remarquer qu'on n'était pas le 13 mais le 12. On changera au montage, c'est pas grave. Ce soir, autour de notre table virtuelle, nous avons Pascal, le seul, l'unique, toujours à la technique depuis l'Alsace. Bonjour. Nous avons Cléora depuis Perduville. Salut à tous. C'est moi et Léa qui mènera l'interview ce soir et nous avons deux invités en direct de Bailleul, Clémence Hendrix. Bonsoir à tous. C'est comme ça que ça se prononce ou oui, c'est parfait. Non, c'est très bien. Et Charlotte Camard. Bonsoir. Eh bien, merci à vous d'être là ce soir. Merci. Alors, pour retracer un peu l'histoire de cet épisode à nos auditeurs et auditrices, l'année dernière, j'ai eu la chance de me rendre au Conservatoire botanique national de Bailleul à l'occasion des portes ouvertes, et j'ai vraiment adoré le lieu, les explications passionnées de toutes les personnes sur le site, et je voulais partager tout ça avec vous. J'ai donc contacté Clémence qui a accepté aussitôt de représenter ce lieu assez particulier au micro de Podcast Science ce soir en compagnie de Charlotte. Et donc, pour commencer l'épisode, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement qui vous êtes et ce que vous faites au conservatoire ? Avec plaisir. Donc Clémence Hendrix, je suis chargée de communication de la structure donc du Conservatoire botanique national de Bailleul depuis à peu près 3 ans et demi. Et donc moi, mon but, c'est de valoriser la structure, donc ses missions, mais aussi ses salariés, et aussi de participer à la sensibilisation du public à la flore sauvage. Et je suis rattachée au service éducation, formation et éco-citoyenneté auprès d'éducateurs nature et formateurs. Et moi, donc c'est Charlotte Camard, je suis chargée de mission scientifique, botaniste et phytosociologue au Conservatoire botanique national de Bailleul. Et donc, je m'occupe plus des aspects scientifiques et de l'amélioration de la connaissance. Voilà. Donc ce soir, vous allez aussi entendre Thibaut Poels, donc qui est responsable du service éducation, formation et éco-citoyenneté, et qui va vous parler d'un programme plutôt complet de sensibilisation des publics au niveau local, voilà, pour vous donner un peu une idée de comment on voit l'éducation à l'environnement au conservatoire. Et vous aurez aussi une petite capsule de Bertie Assé, qui est chargée de mission scientifique référente en conservation et qui va vous présenter donc ses missions de conservation, et aussi un exemple concret de réintroduction d'espèces dans la nature. Super. Moi, je me réjouis en tout cas de ce programme parce que ça va être vraiment très riche. Et donc, maintenant qu'on en sait un peu plus sur qui vous êtes et qui va intervenir, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce fameux conservatoire botanique national situé à Bailleul ? Quel genre de lieu c'est et est-ce que c'est un lieu ouvert au public ? Oui, donc alors on va dérouler progressivement, mais pour partir simplement, donc c'est le Conservatoire botanique national de Bailleul, c'est un organisme scientifique qui est agréé par l'État et pour des missions d'intérêt général de connaissance et de conservation de la flore sauvage et des végétations. Donc ça, c'est vraiment les deux missions, on va dire un peu fondatrices d'un Conservatoire botanique national. Après, on a aussi des missions d'assistance auprès des pouvoirs publics. Et on mène aussi des actions d'éducation et de formation auprès de divers publics, hein, donc les enfants jusqu'aux élus, jusqu'aux entreprises. Donc voilà, on essaye de toucher un peu tout le monde.
Et notre périmètre d'action, donc là pour lequel on a un agrément, donc c'est les Hauts-de-France, mais aussi la Normandie orientale, hein, qui comprend en fait l'ex-Haute-Normandie. Donc historiquement, voilà, c'est ce territoire-là sur lequel on travaille, donc avec le siège à Bailleul, donc à la frontière avec la Belgique, et 2 antennes, donc une à Amiens et une à Rouen. Donc voilà, avec des équipes un peu plus petites, mais voilà, qui peuvent agir du coup sur ces territoires-là en direct. Il faut savoir aussi qu'en fait, on est une association loi 1901 et que nos administrateurs, ce sont des collectivités locales. Donc en fait, ce sont nos membres fondateurs aussi. Donc on a la région Hauts-de-France, le département du Nord, le département du Pas-de-Calais et aussi la ville de Bailleul. Donc c'est vraiment voilà une structure particulière au niveau de son fonctionnement, et on a une présidente qui est conseillère régionale des Hauts-de-France. Tu me demandais aussi si c'était ouvert au public, Eléa. Donc oui, on est ouvert au public toute l'année, du lundi au vendredi. Donc on est par contre fermé le week-end, et il est possible de venir nous rendre visite. Donc on a un site de 25 hectares de nature. Alors il y a principalement du bocage. On a aussi des prairies qui sont en éco-pâturage, pardon, et aussi un bois et 4 jardins qui ont chacun voilà une personnalité propre. Donc si ça vous va, en fait, je vais vous présenter ces 4 espaces qui structurent on va dire les lieux à Bailleul, hein, que Léa t'as pu découvrir quand t'es venue aux Portes Ouvertes. Donc le jardin le plus connu et le plus visité, c'est le jardin des plantes sauvages. Donc ce jardin-là, il a été créé au début des années 2000 à peu près, avec pour objectif de faire venir le public. Donc c'est à peu près aux alentours des années 2000 où on a commencé à vraiment s'ouvrir au public. Avant, c'était beaucoup plus un organisme scientifique qui était un peu refermé sur lui-même et qui avait moins d'échanges avec l'extérieur. Donc en fait, ce jardin des plantes sauvages, c'est à peu près 1 hectare. Et plus de 1000 espèces de plantes sauvages. Donc, pour vous dire, quand on y va, on a de quoi regarder, on a le nez par terre tout au long, surtout au printemps, hein. Donc, pour le décrire un petit peu, il y a les espèces ont chacune ou presque leur étiquette avec le nom latin, le nom vernaculaire, mais aussi le nom en anglais et le nom en néerlandais. Donc voilà, pour un peu renseigner sur les espèces. On va y retrouver aussi des parcelles thématiques. Alors quelques petits exemples que j'aime bien. Il y a la parcelle des beautés mortelles. Donc on va retrouver des plantes toxiques ou mortelles. Il y a une parcelle avec les plantes à odeur, aussi une parcelle avec les plantes disparues ou menacées. Donc on va pouvoir retrouver certaines espèces qui n'existent plus dans la nature, dans les Hauts-de-France par exemple. Donc voilà, c'est pour ça c'est assez unique. Il y a aussi des parcelles par famille qui sont regroupées par famille, et des parcelles qui vont reconstituer un milieu naturel. Donc on va retrouver par exemple la dune où on a ramené du sable pour reconstituer le milieu. On a aussi un petit espace de tourbière, une prairie calcicole, une prairie de fauche. Voilà, c'est vraiment pour montrer au public que les plantes sauvages, elles sont toujours liées à un milieu bien particulier. Donc ça, on a tendance à l'oublier quand voilà, on n'a pas le nez dedans. Donc c'est vraiment un outil pédagogique super important pour nos éducateurs nature, où en fait on a beaucoup de classes qui viennent tous les ans notamment. On en parlera tout à l'heure un petit peu plus en détail, mais voilà, c'est vraiment notre vitrine. Je rebondis juste sur le fait ouais. que tu disais qu'il y Vas-y. avait vraiment beaucoup de choses à regarder. Je peux confirmer, hein, déjà, j'y étais pas au printemps, mais j'ai déjà passé beaucoup de temps juste à regarder toutes les plantes. Et est-ce que, juste pour les auditeurs, tu peux peut-être définir ce que c'est qu'un bocage et qu'une prairie calcicole, parce que ça peut sonner un peu jargon pour ceux qui connaissent pas les termes. Eh ben, on va demander à Faut- notre scientifique Voilà, de Charlotte. l'expliquer. Donc un bocage, c'est un paysage qui est façonné par l'homme, dans lequel on va retrouver différentes parcelles, des cultures, des champs de maïs, des champs de blé. On peut retrouver, principalement, on va retrouver également des prairies, des vergers, et toutes ces parcelles vont être séparées par des haies. Donc,
C'est des paysages qui sont uniquement, qui sont façonnés par l'homme. À l'état sauvage, ça n'existe pas un paysage comme ça. Et alors pour être exact, Clémence, c'est pas une prairie calcaire, c'est une pelouse calcaire. Et donc c'est une végétation qui va se développer sur des sols calcaires, pauvres en éléments nutritifs, donc azote et phosphate, et pauvres en eau. Ok, merci beaucoup. Je te laisse continuer du coup la petite visite auditive du conservatoire. J'essaye de vous faire imaginer, mais bon, le mieux ce serait de nous rendre visite, donc je continue quand même. Donc on a un deuxième jardin aussi, c'est le jardin des plantes médicinales. Donc là c'est vraiment un plus petit jardin qui est historiquement un petit peu plus ancien, qui a été créé par les deux fondateurs du conservatoire. On parlera d'eux un peu plus tard, je pense. Donc là on va trouver une centaine d'espèces. Là en fait la majorité est sauvage, mais ils vont avoir des intérêts qui sont médicinaux, qui vont être utilisés pour la cosmétique, l'alimentation, voilà. Donc c'est vraiment un jardin avec des plantes médicinales. Pareil, il peut aussi se visiter librement par le public. Nous, on l'utilise beaucoup moins en termes d'éducation, parce que tout simplement, c'est pas notre métier, hein, les plantes médicinales. Mais on le met à disposition de l'école des plantes de Bailleul, qui est une école qui donne des cours sur la phytothérapie, donc qui est plutôt costaud, et qui est hébergée au Conservatoire botanique aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse l'école des plantes, je vous invite à vous rapprocher d'eux. Voilà donc pour le jardin des plantes médicinales. On a aussi un nouvel espace qui s'appelle l'espace d'inspiration nature. Donc comme on a un grand domaine, hein, je disais 25 hectares, on avait un espace qui était pas du tout utilisé. Donc en 2019, on s'est dit on a envie d'investir cet espace, parce que les gens nous demandent souvent comment est-ce qu'on fait quand on a un jardin et qu'on veut accueillir plus de biodiversité, comment est-ce qu'on accueille la nature. Donc on s'est dit on va faire avec les gens. Donc l'espace, on l'a créé ensemble, on a planté des haies, on a creusé une mare, on a créé un compost, on a planté des fruitiers, et on a aussi semé des fleurs sauvages. Donc voilà, pour essayer de reconstituer un jardin de particulier et dire voilà ce qu'on peut faire. Après, très vite, on s'est rendu compte que cet espace, on voulait le rendre accessible à tout le monde. Donc, on a fait un peu appel à du mécénat pour réaliser des cheminements d'accès pour les fauteuils roulants, tout simplement. Parce que nos autres jardins le sont déjà, donc ça nous paraissait logique de continuer dans cette voie. Donc voilà, c'est aussi un espace où on va développer des projets d'hortithérapie, comme on dit. Donc où le jardinage vient apporter un bienfait aux personnes en situation de handicap. Donc voilà, on a un nouvel espace où Eléa t'as pu déambuler pendant les portes ouvertes, où voilà on a installé aussi un petit théâtre de verdure, où on a fait une petite conférence. Voilà, on a aussi investi les lieux pour essayer d'en faire aussi un espace de culture. Voilà, et pour essayer de lier un petit peu les thématiques de nature et de culture. Ouais, il se passe beaucoup de choses, en tout cas. J'ai pas entendu du coup. Ah oui, il se passe beaucoup de choses effectivement chez vous. C'est ça qui m'a frappé, quoi. Vous avez beaucoup d'animations et de projets. Oui, on essaye en tout cas pour les questions d'éducation à l'environnement, on essaye de se relier à de nombreux sujets. Là, la dernière porte ouverte, la thématique c'était les plantes sauvages comestibles. Donc voilà, ça ouvre à d'autres domaines, hein, par exemple la gastronomie. Donc voilà, pour essayer de toucher des personnes qui peut-être se seraient jamais intéressées aux plantes sauvages. Donc, on part d'un biais un petit peu différent pour finalement ramener à ce qui nous intéresse. Voilà notre façon de penser, en tout cas pour sensibiliser à la flore sauvage. En vient un dernier jardin. Donc là, c'est le jardin conservatoire que je voudrais vous présenter. Par contre, là, c'est un jardin qui est pas accessible au public. C'est vraiment un jardin qui a vocation scientifique, tout simplement. On va y trouver des plantes rares, des plantes menacées, et certaines ont même disparu complètement de la nature. Donc en fait, elles y ont été plantées pour après une potentielle réintroduction dans la nature. Donc là, en fait, on va parler de conservation ex situ.
en dehors du milieu naturel. Donc tout à l'heure, vous entendrez ma collègue qui vous expliquera tout ça plus en détail. Voilà pour les jardins. Donc déjà, vous pouvez vous faire un peu une idée. En une journée, vous n'en avez pas assez. Si vous êtes passionné, il faut revenir plusieurs fois. On a aussi une bibliothèque. Donc une bibliothèque qui est plutôt importante parce qu'on a plus de 70 000 références. C'est une bibliothèque qui est vraiment à la fois patrimoniale, mais qui est aussi riche en documents scientifiques pour apprendre et pour se perfectionner, même pour les scientifiques de pointe. Donc c'est possible d'y aller. En fait, elle est ouverte au public, alors sur rendez-vous, parce qu'il y a des ouvrages qui sont très très précieux. On a par exemple un ouvrage de Mathias de Lobel qui est le plus ancien de notre bibliothèque et qui date de 1605. Donc voilà, c'est vraiment un lieu de patrimoine aussi. Et cet ouvrage est vraiment aussi un beau témoignage de la botanique comme elle pouvait être pratiquée au XVIIe siècle. Donc voilà, c'est à la fois un patrimoine, mais aussi quelque chose qui nous permet de nous renseigner sur cette science qu'est la botanique. Donc voilà, la fameuse bibliothèque vous est un peu décrite, donc elle vaut le coup d'œil aussi. Alors on l'ouvre de temps en temps aussi aux Journées du patrimoine pour la faire visiter. Donc il y a des petites visites privées, on va dire, de 10-15 personnes qui sont possibles aussi. Donc si ça vous intéresse, pensez aux Journées du patrimoine notamment. Pour continuer à vous décrire les lieux à Bailleul, on a aussi une salle des herbiers. Donc cette salle, elle est pas, pour le moment, pas possible à la visite pour les visiteurs libres. Alors c'est possible d'y aller très très ponctuellement sur demande, avec une motivation bien particulière. On y trouve à la fois des herbiers patrimoniaux, mais aussi des herbiers qui sont aussi utilisés par nos botanistes, dans leur travail quotidien. Dans ces herbiers, on a aussi des planches qui ont été numérisées par un projet qui s'appelle iRecolNat. Donc si vous regardez un peu sur internet, vous pourrez retrouver quelques herbiers qui sont consultables en ligne. Je pense que j'ai dû le donner dans les ressources, donc il y aura moyen de les retrouver pour vous par la suite. On a vraiment des très beaux ouvrages comme l'herbier levant qui date du début du 19e siècle. Donc pareil que la bibliothèque, c'est à la fois un outil scientifique mais aussi un patrimoine qui nous incombe de valoriser et de protéger. Ouais, c'est vraiment super riche. Voilà pour le petit tour. Un petit mot peut-être sur iRecolNat. Il y a eu une grande mobilisation partout en France de numérisation du coup des planches d'herbier, et donc effectivement vous pouvez consulter beaucoup de planches en ligne. Il y a d'ailleurs des projets de sciences participatives comme les herbonautes où vous pouvez aller aider à remplir les données, en fait décrypter les planches d'herbier pour les rentrer dans des bases de données, et ça aide bien sûr à l'archivage et à la conservation et à la consultation de planches d'herbier. Juste une petite parenthèse qu'on n'avait pas prévue, mais qui peut intéresser les auditeurs. Alors du coup, sur l'histoire du conservatoire, quand est-ce qu'il a été mis en place? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors pareil, ça c'est une histoire un peu longue, mais on va la faire courte parce que c'est vrai que c'est intéressant quand même de se rendre compte de où on part. Donc en fait, dans les années 70, on a les professeurs Jeanne Géhu-Franck et Jean-Marie Géhu qui ont décidé de s'installer dans une ancienne ferme flamande. Donc aujourd'hui, le siège du Conservatoire botanique. À l'origine, c'était une ferme flamande, c'était beaucoup de champs autour, rien de spécial. Ils ont énormément planté, notamment le bois, et donc le lieu, s'est enrichi au fur et à mesure. Leur but à eux, c'était une intention bien particulière, c'était d'accueillir des chercheurs du monde entier autour d'une discipline que vous connaissez peut-être pas, ou peut-être, mais en tout cas qu'on va vous présenter ce soir, qui était plutôt peu connue en France à l'époque, c'est la phytosociologie.
Charlotte vous en parlera en détail après tout ça. Ça devrait vous passionner, je pense. Donc pour revenir un petit peu sur les dates, donc dans 87, l'association elle se professionnalise et c'est le Centre régional de phytosociologie qui est créé. Donc dans le nom même de la structure, on a phytosociologie, donc on voit l'importance de la discipline déjà à l'époque. Et c'est en 91 qu'on a reçu l'agrément en tant que conservatoire botanique national, donc par l'État. Depuis, l'agrément a toujours été renouvelé et là, on va travailler au réagrément en 2023. Donc, un gros morceau, mais qui est, indispensable pour continuer à travailler dans un cadre tel qu'un conservatoire botanique national. Voilà. Bah, du coup, sur le terme phytosociologie, moi j'étais un peu surprise parce que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, le terme phytosociologie. J'étais même pas convaincue que c'était une vraie discipline à la base. Donc du coup, Charlotte, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est que la phytosociologie? Bah, si on décortique étymologiquement, voilà, on peut faire des déductions, mais je te laisse expliquer. Alors, ce que je fais généralement pour expliquer la phytosociologie, je commence toujours par un petit jeu que je fais d'ailleurs aux journées portes ouvertes, mais avec des photos. Donc là, je vais faire 100 photos. Donc je vais essayer vous décrire un endroit et vous allez essayer de me donner un nom à cet endroit. Donc si je vous décris un endroit densément peuplé d'arbres, vous me dites que c'est une forêt. Une forêt, un bois, un boisement, voilà, tout à fait. Maintenant, si je vous demande d'aller me photographier une plante, par exemple, je vous demande d'aller photographier un nénuphar, vous iriez où? Un étang, une mare, quelque chose comme ça. Voilà, un étang, une mare, une zone humide, en tout cas un endroit où il y a de l'eau. Pour une jacinthe, vous iriez où? Là où c'est humide, j'imagine un peu. Un sous-bois, quelque chose comme ça. Plutôt un sous-bois, ça, ouais. Et puis on va finir sur la pâquerette. Vous iriez où pour une pâquerette? Une prairie ensoleillée. Ouais, une prairie ça peut marcher. Sinon tout simplement la pelouse de votre jardin ou le parc public à côté de chez vous. Donc là, ce que vous venez de faire, c'est nommer un habitat. Alors certes, de façon assez simple, mais quand même. Et puis vous avez associé une espèce à un habitat. Donc ce que vous venez de faire, c'est de la phytosociologie. En fait, quand je fais ce petit quiz, c'est pour montrer que tout le monde est phytosociologue. Tout le monde fait un petit peu de phytosociologie dans sa vie de tous les jours. Et donc en fait, les plantes ne poussent pas n'importe où, n'importe comment. Si une plante se développe à un endroit, c'est qu'elle y trouve toutes les conditions nécessaires pour y vivre. Et souvent, on retrouve des espèces ensemble. Par exemple, avec la pâquerette, on va souvent retrouver le plantain. On va aussi trouver, par exemple, du trèfle rampant ou du lolium. La jacinthe, elle va souvent être accompagnée de l'anémone des bois. Et donc, les plantes, elles vivent en permanence entourées d'autres plantes. On dit qu'elles vivent en communauté. Et la phytosociologie, c'est ça, c'est l'étude des communautés de plantes. Ouais. Oui, c'est hyper clair et je pense que personne m'avait expliqué aussi clairement ce que c'était que la phytosociologie, donc merci. Je fais juste une parenthèse sur l'olium parce que du coup, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Alors donc le plantain, le trèfle rampant et le lolium, c'est des espèces de plantes. Donc le lolium, en fait, c'est une petite graminée très commune que tout le monde a dans son jardin, c'est sûr. Ce que tout le monde appelle communément de l'herbe, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais. L'herbe, en fait, ça regroupe tout un tas d'espèces différentes, dont le lolium. Ok. Et donc, je continue. Et donc, la phytosociologie, en fait, elle va nommer ces communautés végétales de la même façon qu'on nomme, en fait, les espèces. Et on va étudier dans quelles conditions on rencontre ces communautés. Parce qu'en fait, la façon dont les plantes s'associent peut nous en dire énormément sur le milieu dans lequel on les retrouve. Et donc, le phytosociologue, il va utiliser la liste des plantes d'un site comme étant autant d'indices sur l'écologie du site. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. Ouais, très clair. Ouais, ça va. Et donc, un des intérêts de la phytosociologie, c'est d'avoir une meilleure compréhension des milieux naturels.
Par exemple, si on lâche dans la nature un botaniste phytosociologue, en quelques minutes, il sait où il se trouve. Il sait s'il est dans un milieu exceptionnel ou au contraire très commun, un milieu naturel, artificiel, humide, sec, à l'abandon, fauché, pâturé, avec toutes les nuances et intermédiaires qu'on peut trouver dans la nature. Et ce que je trouve vraiment formidable avec la phytosociologie, c'est qu'on est capable de prédire quelles espèces ou quelle végétation on peut retrouver dans 5, 10 ou 100 ans. On peut prédire, en fonction de la gestion qu'on va mettre en place sur une parcelle, quelles espèces on va retrouver. Par exemple, si sur une prairie, on décide de la pâturer, eh bien, je peux vous dire dans 5 ou 10 ans quelles espèces on va avoir. Si je décide de la faucher, je vais vous dire qu'on va avoir d'autres espèces qui vont être adaptées à la fauche et qui ne supporteraient pas le pâturage. Et par contre, je peux vous dire aussi, imaginons, on laisse la prairie évoluer et on n'y touche pas. Je peux vous dire, dans 100 ans, on aura tel type de forêt et on retrouvera tel ou tel type d'espèce. Donc pour finir, sur la phytosociologie, c'est une science qui est très jeune, comparée à la botanique, hein, qui a plusieurs milliers d'années. Hein. Dès l'Antiquité, on pratiquait la botanique et même bien avant. La phytosociologie, elle a qu'une centaine d'années environ. Donc on a encore plein de choses à découvrir, encore plein de choses à comprendre, et c'est ça que j'adore dans la phytosociologie. Voilà. Super intéressant. Mais du coup aussi, en phytosociologie, il y a aussi l'altitude aussi à prendre en compte, j'imagine. Oui, bien sûr, oui, on va pas retrouver les mêmes espèces ni les mêmes communautés végétales à Bailleul, donc dans le nord où il n'y a pas de montagne, que dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Il y a tout plein de critères à prendre en compte, et le climat forcément est important dans la phytosociologie. Moi, je faisais ça un peu pour trouver un peu si le terrain est acide ou des trucs comme ça. Donc après, c'est ça, carrément ça. Ouais, c'est totalement ça, ouais. En fait, imaginons sur une prairie, j'ai 10 espèces, et je sais que j'en ai 5 qui ont besoin d'un niveau d'humidité, d'un certain niveau d'humidité, et je sais que les 5 autres espèces ont besoin d'un certain niveau d'acidité. Ben, grâce à ça, en fait, je vais pouvoir vous dire le niveau d'humidité. Par exemple, ma prairie, elle est inondée 6 mois de l'année en hiver, et elle a un pH de 6, de 7. Alors, c'est pas aussi précis qu'une étude physico-chimique des sols, forcément, mais très rapidement, en quelques minutes, on peut arriver à avoir une idée assez proche de l'environnement dans lequel se développent les plantes. Alors du coup, il existe un certain nombre de conservatoires botaniques nationaux en France. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu à quel moment ils sont créés et dans quel but en fait? Parce qu'il y en a un peu partout, finalement. Oui, donc je reprends la parole du coup. Effectivement, on a 12 conservatoires botaniques nationaux en métropole, mais aussi dans les Outre-mer. Donc, je vais pas tous vous les citer, hein, mais il y en a à peu près aux 4 coins de la France, et certains sont en création. Donc, par exemple, le CBN Nord-Est ou le CBN de Normandie. Donc, nous, dans quelques temps, on perdra un petit bout de notre conservatoire botanique pour la création de ce CBN-là. Et aussi en Guyane, donc il y a un projet là-bas aussi. La mission de coordination, elle est assurée en fait par l'Office français de la biodiversité, donc l'OFB, qui coordonne en fait tous les conservatoires botaniques nationaux. Donc après au niveau de l'historique, on a le premier conservatoire botanique qui est Brest en 1975. Donc nous en fait on arrive très peu de temps après, hein, puisque dans les années 70, on a commencé à développer le conservatoire botanique, même si on n'était pas nommé de cette manière-là, puisqu'il a été possible d'avoir l'agrément qu'à partir de 1988. Donc officiellement, les conservatoires botaniques nationaux n'existaient pas avant cette date. Et donc leur but, hein, à tous, c'est vraiment la connaissance et la conservation des plantes sauvages menacées, donc sur le territoire national. Voilà globalement pour donner un petit cadre sur ces CBN. D'accord.
Mais du coup, moi j'ai une question un peu basique. Donc un conservatoire, c'est pour conserver les plantes, mais c'est différent des jardins des plantes, du coup. Jardin des plantes, c'est juste une exposition, un truc comme ça. Oui, alors c'est ça. Alors c'est vrai que nous, on a le terme conservatoire. Alors c'est sûr qu'on ne fait pas que conserver les plantes, hein. On a aussi, comme je disais, tout un tas d'autres missions, mais c'est vrai que le cœur à l'origine, c'était vraiment la conservation. Par contre, oui, un jardin des plantes ou alors un jardin botanique, par exemple, ce sera vraiment une collection qu'on va montrer au public. Nous, ça va plus loin que ça. Effectivement, à Bailleul, on a des jardins où on voit des plantes, mais ce jardin, il a une vocation aussi pédagogique, et on a aussi des missions scientifiques, comme on les a exposées depuis tout à l'heure. Bonjour, je suis revenue. Vous m'entendez bien? On t'entend. Oui, c'est bon. Voilà, mon wifi est tellement bon que je suis sur la 4G de mon téléphone. Donc je reprends le fil. Je me demandais donc quelles étaient les particularités du conservatoire de Bailleul par rapport à d'autres, du coup. Alors c'est vrai que voilà, on a des missions communes qui sont dans un décret qui est bien fixé. Après, on n'a pas tous eu forcément la même évolution en même temps. Donc nous, déjà, la particularité, c'est qu'on a des jardins et aussi un grand domaine où on accueille le public. Il y a certains conservatoires botaniques nationaux qui n'ont pas de jardin encore pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une mission d'éducation, mais elle est faite autrement ou peut-être à plus petite échelle. Nous, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit aussi dans l'ADN du Conservatoire botanique national de Bailleul. Donc voilà, avec un lien quand même très fort depuis les années 2000 avec le public. On fait aussi beaucoup de formations. Pareil, c'est dans l'émission des conservatoires botaniques, mais nous, ça fait déjà de nombreuses années qu'on a développé ces missions-là. On a par exemple un marché avec le CNFPT, donc voilà, c'est l'organisme qui s'occupe de la formation des personnes qui travaillent dans la fonction publique territoriale. Et là, depuis fin 2021, on est content parce que on a obtenu la certification Calliope. Alors peut-être que ça parle pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est une belle marque de certification et qui va permettre de témoigner de la qualité de nos formations, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer qu'on développe tout ça de manière, plutôt importante. Et puis sinon, en termes de différence, peut-être aussi, on est quand même un conservatoire avec beaucoup de salariés. Donc, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est une 50aine de salariés. Donc voilà, c'est souvent les gens disent ah bon, 50 salariés, mais c'est énorme. Mais voilà, il y a du boulot. Donc on est, allez, pour faire simple, une trentaine à Bailleul, un peu plus peut-être en saison, et le reste réparti dans nos antennes à Amiens et à Rouen. Donc majoritairement, beaucoup de botanistes, phytosociologues comme Charlotte, mais on a aussi tout un tas d'autres métiers qui sont très très importants. Voilà, on a des éducateurs nature, on a aussi des comptables tout simplement pour que ça fonctionne tout ça, des cartographes aussi, des personnes qui vont saisir les données. Donc voilà, tout un écosystème, une vraie entreprise quelque part. À Bailleul et dans nos antennes. Ok. Il y a une question dans la chatroom que je ne suis pas sûre que vous aurez la réponse, mais quelqu'un demande si la phytosociologie ça a un rapport avec le NDVI, un truc pour Normalized Difference Vegetation Index. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas du tout, sinon on peut laisser tomber la question et on répondra en note d'émission. Bon, Charlotte, je sais pas si moi je connais pas en tout cas. Apparemment, ça aurait un rapport avec le fait d'observer les plantes depuis l'espace et ce qui nous indique quelque chose sur la végétation, mais du coup, vous faites pas du tout ça, j'imagine. Si un petit peu. Alors, je vais en parler un petit peu, mais je travaille pas dessus. Donc, je préfère prendre mes précautions et voilà, dire que je suis pas experte dessus. Mais en effet, on fait de la télédétection. Donc, c'est-à-dire que il y a des satellites qui vont prendre en photo le sol et avec ce que les plantes vont renvoyer comme
comme couleur, comme lumière, on arrive à dire qu'on a une prairie de fauche, une prairie pâturée. Alors c'est très très général. On n'arrive pas non plus à faire un relevé floristique aussi précis que ce que peut faire un botaniste sur le terrain, hein. Mais on arrive déjà à voir des grands habitats qui se dessinent, prairies, forêts, un fourré. Donc un fourré, c'est plein d'arbustes, champs. Enfin voilà, on arrive si c'est humide, si c'est sec. Je pense que c'est plus ou moins ça la question. Après le NDVI, je sais pas ce que c'est. Ok, mais donc pas vraiment de rapport avec de la phytosociologie, c'est plus les propriétés physiques d'un emplacement qui nous permet de dire de quel type d'environnement il s'agit, quoi. Oui, c'est ça. Et il y a un grand programme qui s'appelle CARAB, donc Cartographie des habitats, qui utilise, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, qui utilise cette technologie pour, à terme, réaliser une cartographie des habitats sur l'ensemble de la France. Ok, super. Bon, du coup, on revient de cette digression pour reparler un peu des enjeux du conservatoire. Donc, vous vous occupez de certaines espèces actuellement. Est-ce que vous avez une liste ou des espèces en particulier dont vous vous occupez spécialement? Alors, il y a pas spécialement de discrimination, hein. Enfin voilà, on étudie toutes les espèces. Enfin, dans les inventaires, il y a quand même certaines espèces où on a un œil un petit peu plus, comment dire, précis. Donc, notamment sur les espèces menacées. Et cela se traduit par l'établissement de listes rouges. Donc la dernière en date, elle date de 2019 en tout cas pour les Hauts-de-France. Donc voilà, une liste rouge, c'est quoi? Vous en avez peut-être déjà entendu parler pour les animaux. En tout cas, ça, c'est comment dire, c'est quelque chose qui est fait de manière courante. Donc l'objectif d'une liste rouge, c'est vraiment de faire un bilan des menaces qui vont peser sur ces espèces. Donc c'est une méthode qu'on utilise qui est rigoureuse, très rigoureuse et qui est commune au niveau mondial et que vous connaissez peut-être, qui est qui est proposée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, si vous connaissez peut-être pas via l'acronyme. Donc cette liste rouge pour les Hauts-de-France, elle a été très précieuse et on s'est rendu compte que sur les 1500 espèces qui existent sur ce territoire-là, il y en a déjà 132 qui ont complètement disparu. Ça fait à peu près 9% des espèces. Et il y en a 200 qui sont menacées, environ 13%. Alors c'est un chiffre qui est pas très bon au niveau national parce que au niveau national, on a un pourcentage à 9%. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée sur ces espèces menacées. Principalement, les menaces, c'est quoi? Ça peut étonner parfois, mais la déprise agricole, donc tout simplement que certaines parcelles agricoles sont abandonnées et donc elles vont s'embroussailler. Et donc du coup, s'il y a embroussaillement, il y a baisse de la diversité des espèces. Il y a aussi tout ce qui est assèchement des zones humides, donc toutes ces espèces qui sont inféodées. Aussi l'intensification agricole, l'utilisation des pesticides, etc. Dans les menaces, il y a aussi tout ce qui est intensification de la gestion forestière, mais aussi l'urbanisation. Voilà, pour les menaces qui pèsent sur les espèces, principalement en tout cas dans les Hauts-de-France. On peut citer quelques exemples. Alors, il va falloir que vous les imaginiez un petit peu, les plantes que vous alliez voir en direct sur votre ordinateur. Donc, il y a la gagette bohème. Donc c'est une petite fleur jaune plutôt jolie qui se trouve notamment dans les dunes flamandes. C'est une espèce qui est en danger critique d'extinction. Donc c'est comme ça qu'on nomme en fait la catégorie de menace. Une espèce qui vit dans les pannes dunaires, qui fleurit en hiver, je pense, hein, Charlotte, au tout début du printemps, si je me trompe pas. Ouais. On a aussi une autre espèce, la fritillaire pintade, qui est plutôt jolie, qui fait des petites cloches en damier pourpre et blanc. Alors ailleurs en France, elle est pas forcément très 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 menacée, mais nous, en tout cas dans les Hauts-de-France,
dans la vallée de la Lys, donc ça vous parle peut-être pas, mais enfin, il y a une unique population dans le département, donc dans le département du Pas-de-Calais, donc une seule population naturelle qu'on va trouver dans des prairies alluviales fauchées ou qui sont pâturées et qui sont très peu fertilisées. Donc voilà, c'est un milieu qui est plutôt rare et plutôt important. Donc tous les ans, j'ai ma collègue qui va suivre cette petite population, qui va voir comment elle se porte. Alors voilà, c'est une plante qui est donc menacée, mais qui se porte relativement bien depuis quelques années. La population a tendance à monter quand même. Et sinon, pour un exemple de plante complètement disparue, donc on a le spirante d'été, donc c'est vraiment une toute petite orchidée. Alors je vais avoir du mal à vous la décrire, mais voilà, on imagine souvent des très grandes orchidées, très exubérantes. Là, c'est vraiment une toute petite espèce. Donc autrefois, on pouvait la voir dans les départements du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de la Somme et de l'Oise. Donc dans les prairies humides, dans les landes et dans les tourbières. Mais voilà, on l'a pas revue depuis 1985, bien qu'il y ait de recherches minutieuses qui sont effectuées pour la retrouver. Donc voilà, il y a des espèces qui ont complètement disparu et qui figurent dans cette liste rouge. Je vous invite à la consulter en ligne, hein, on l'a sur notre site internet. Ça, vous pourrez voir comment c'est élaboré avec des exemples par département aussi. Et à la fin, en fait, une liste rouge, pour vous donner un peu une idée, c'est une liste de plantes avec la catégorie de menace, en danger critique d'extinction, en danger vulnérable. Enfin, je l'ai dit peut-être pas tout à fait exactement dans l'ordre, mais voilà, avec des critères qui sont donnés et qui sont très précis et créés par les botanistes. Voilà pour quelques petits exemples. Ce qui me paraissait important de dire, c'est de faire un petit rappel sur la différence entre une plante protégée et une plante menacée. Alors souvent les gens confondent les deux expressions ou pensent que si la plante elle est protégée, elle est forcément menacée, ou que si elle est menacée, eh ben on a déjà mis un statut de protection. Alors non, malheureusement ça aurait été bien dans ce sens-là, mais c'est pas toujours le cas. Donc une plante protégée, c'est quoi? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des plantes qui sont protégées au niveau national, mais qui peuvent aussi être protégées uniquement au niveau régional. Donc par exemple, on a la linaire couchée, qui est protégée uniquement dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais. Donc en plus pas sur la région Hauts-de-France, mais dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais. Mais des plantes par exemple comme la grande douve ou bien le chou marin, donc ou encore la tulipe sauvage. Donc, la tulipe sauvage, vous pouvez peut-être un peu l'imaginer. Ça, c'est des plantes qui bénéficient d'une protection qui est nationale. On a aussi des listes qui sont applicables au niveau de l'Union européenne, et c'est ce qu'on va appeler la directive Habitat Faune Flore. Alors je sais pas, Charlotte, si tu as un exemple de plante comme ça qui te vient à l'esprit ou pas du tout. Tu me prends au dépourvu là. Enfin, c'est pas grave, mais en tout cas, vous avez conscience que des listes existent en fonction des territoires et des, au niveau national, au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau plus local. Alors après, on a aussi des espèces qui font l'objet d'arrêtés de protection, mais uniquement pendant une période donnée et sur un territoire donné. Par exemple, on va penser au lilas de mer, qui est beaucoup cueilli, parce que bon, c'est plutôt joli, et qui est très cueilli. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un arrêté du 15 juillet au 15 août sur un secteur qui est très limité, donc la commune d'Étaples, qui se situe dans le Pas-de-Calais. Et donc là, voilà, pendant cette période-là, on va pas pouvoir l'accueillir. Et c'est quelque chose de, qui existe pour cette espèce-là, mais voilà, c'est quand même un processus qui est lourd et on peut pas faire ça facilement pour toutes les espèces. Donc voilà, je disais tout à l'heure qu'une plante qui est menacée, donc elle n'est pas forcément protégée. Et inversement, une plante protégée, ça veut pas forcément dire qu'elle est menacée de manière directe. Donc notre exemple de la fritillaire pintade de tout à l'heure, donc je disais qu'il y avait qu'une seule population dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle n'est pas protégée, donc elle est menacée, mais elle n'est pas protégée parce qu'en fait, elle a été découverte après l'établissement
de cette liste de protection. Donc la liste de protection avait été déjà créée avant qu'on découvre l'espèce, donc il faudrait pouvoir recréer une nouvelle liste de protection pour pouvoir l'intégrer. Voilà. Donc pour cette espèce-là, malheureusement pour le moment il n'y a pas un statut de protection. Pour un exemple dans le sens inverse, on a la dorine à feuilles alternes, donc qui elle est protégée en Nord-Pas-de-Calais mais aussi en Picardie. Elle est protégée donc, mais par contre sa menace est pas très très préoccupante parce qu'elle vit dans des vallons forestiers qui sont inondables et qui sont liés à des petits cours d'eau et qui sont pas spécialement des habitats très menacés, en tout cas pour le moment. Donc voilà pour les exemples. Je crois qu'il y a aussi toute une série de plantes que vous surveillez peut-être plus ou moins, qui sont de la catégorie des plantes exotiques envahissantes. Là, est-ce que tu peux nous en dire un peu sur cette catégorie-là de plantes? Oui, alors les fameuses plantes exotiques envahissantes. Donc il existe aussi des animaux qui sont exotiques envahissantes, par exemple le rat musqué. Donc on a la même chose pour les plantes. Donc tout simplement en fait les plantes exotiques envahissantes, donc c'est vraiment la dénomination que nous on utilise au conservatoire botanique. C'est une plante qui a été introduite en fait par l'humain, soit de manière volontaire, soit sans le vouloir, par hasard, et qui va se retrouver en fait en dehors de son aire de répartition naturelle, donc qui va exister ailleurs de manière naturelle dans le monde, mais pas sur notre territoire. Donc le problème avec ces espèces-là, c'est qu'elles risquent de menacer les habitats et elles peuvent prendre parfois la place des espèces indigènes, donc les espèces locales, tout simplement. Et donc derrière, il peut y avoir tout un tas de conséquences, des conséquences écologiques, comme je disais, par exemple prendre la place d'une espèce qui est, déjà fragile. Il y a des conséquences économiques aussi parce que ça coûte très cher de les, de les contrer. Et il peut y aussi y avoir des effets au niveau sanitaire. On connaît, je pense que vous connaissez l'exemple de l'ambroisie par exemple, qui provoque des allergies assez fortes. Donc voilà, les plantes exotiques envahissantes, c'est un sujet au Conservatoire botanique national de Bailleul. On a notamment édité un guide qui existait déjà depuis quelques années. Donc là, on a fait une réédition en 2021 parce que il y a sans arrêt de nouvelles espèces qui sont découvertes. Donc là, dans l'ouvrage, il y a 34 espèces qui sont présentées sous forme de fiches. On va retrouver la taxonomie, on va retrouver la biologie de cette plante, mais aussi comment est-ce qu'on va pouvoir les gérer pour qu'elles prennent pas toute la place ou tout simplement arriver à ce qu'elles ne poussent plus à tel endroit. Alors c'est un peu plus compliqué. Et il y a aussi 14 autres espèces qui sont à surveiller, qui sont moins connues et qui sont peut-être pour le moment un peu moins préoccupantes. Donc pour nous cet ouvrage c'était important parce que c'est vraiment un outil que les acteurs locaux peuvent utiliser. Donc par exemple les gestionnaires d'espaces naturels, les collectivités ou les usagers de la nature de manière plus générale. Voilà, pour disposer vraiment des informations pour mieux les connaître et puis trouver les stratégies les plus adaptées pour chaque cas finalement. Donc au niveau des plantes les plus connues, il y a les renouées par exemple, renouées du Japon par exemple. On les voit au début, si vous la connaissez pas, vous peut-être que vous l'avez jamais remarqué, mais à partir du moment où vous savez ce que c'est, vous la voyez partout. Il y a c'est ça. Moi je le connaissais pas et maintenant j'ai l'impression c'est pas qu'une impression, c'est qu'il y en a partout, surtout dans les espaces anthropisés. Il y a les myriophiles aussi qui sont problématiques, ou encore les jussies et le buddleia par exemple. Je pense que le buddleia c'est l'arbre à papillons. Je pense que tout le monde a déjà vu un arbre à papillons un jour dans sa vie, près des gares par exemple, il y en a beaucoup qui attirent énormément de papillons notamment, mais qui en fait sont plutôt des leurres pour les papillons qui s'épuisent dessus, mais qui n'en tirent aucune nourriture. Donc voilà, des espèces qui sont problématiques et qui constituent un travail important
pour nous. Ok. Alors peut-être question simple et concise, mais qui va appeler une réponse un peu longue. Je me demandais comment ça fonctionnait au quotidien, concrètement, les inventaires et les relevés de la France et tous ces suivis. Et qu'est-ce qu'il y a ensuite comme ressources pour consulter ces inventaires et pour en faire quelque chose derrière. Voilà, si vous pouvez nous donner une vision un peu globale de comment ça se passe le quotidien de quelqu'un au conservatoire. Bon, on va faire une réponse à deux voix, hein, mais puisque Charlotte est quand même plus sur le terrain que moi. Donc voilà, en général, là on va vous parler de l'exemple de Bailleul, mais en général les conservateurs botaniques nationaux travaillent à peu près de la même façon, donc ça vous donnera quand même une bonne idée. Donc pour le petit historique, on a fait le premier inventaire systématique de la flore sauvage en Nord-Pas-de-Calais en 98. Et le suivant, en 2004 pour la Picardie, et on en a créé le premier atlas de la flore de la Flandre française en 2008. Donc en fait, ces deux programmes d'inventaire, ils ont vraiment permis de créer ces différents référentiels pour le territoire des Hauts-de-France. Et depuis, il y a eu des inventaires qui sont systématiques sur tout le territoire. Et l'objectif, c'est vraiment d'éviter un vieillissement des données. Donc en fait, il faut faire des inventaires pour que cette donnée ne devienne pas, complètement caduque. D'où le fait que nos botanistes sont beaucoup sur le terrain. Actuellement, on est en cours de rédaction d'un atlas pour l'échelle des Hauts-de-France. Donc voilà, c'est un gros travail qu'on fait au Conservatoire botanique et qui repose du coup sur ces programmes d'inventaire. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que faire des inventaires, finalement, c'est vraiment l'ADN des conservatoires botaniques. C'est inscrit dans les décrets. Moi, quand j'explique du grand public ce que c'est un conservatoire botanique, c'est j'explique que les botanistes vont sur le terrain et qui réalisent des inventaires en disant à tel ou tel endroit il y a telle espèce et dans quelle situation elle se trouve. Donc vraiment, c'est une responsabilité pour nous de faire ces inventaires. Donc d'acquérir, de valider, de centraliser toutes ces données sur la flore sauvage. Le but vraiment, c'est d'améliorer cette connaissance et qu'elle puisse après être transmise. Donc voilà, je pense que maintenant Charlotte, elle va pouvoir vous parler un petit peu plus concrètement de comment ça se passe, tous ces inventaires. Alors, on est une vingtaine de botanistes salariés au CBN de Bailleul. Répartis sur Bailleul, Amiens et la Normandie à Rouen. Et donc pour nous, notre période un peu chargée, c'est entre avril et septembre, au moment où en fait les plantes elles sortent, elles font leurs fleurs, et donc le moment où elles sont le plus faciles à déterminer. Et donc à cette période-là, on est ce qu'on dit c'est dans notre jargon, on dit qu'on est sur le terrain. Et on va passer donc plusieurs jours par semaine à sillonner notre région. Donc moi, généralement, j'oscille entre 3-4 jours par semaine de terrain. Et donc chaque botaniste a des projets très différents qui ont des objectifs différents. Mais chacun de ces projets nous permet d'acquérir ce qu'on appelle de la donnée, c'est-à-dire de noter toutes les plantes qu'on observe et d'associer à ces plantes une localisation. Donc, je vais pas vous expliquer, je pourrais vous expliquer toutes les missions qu'on a au conservatoire, mais il nous faudrait très 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 longtemps. Donc je vais juste vous expliquer une de nos grosses missions, qui est la mission d'Atlas. Donc son objectif de cette mission, c'est d'avoir pour chaque commune de notre territoire une liste le plus complète possible de toutes les espèces qui sont sur une commune. Et donc pour cela, on va commencer, on a généralement tous les ans un certain nombre de communes, donc selon les années, ça peut être 20 ou 30 communes, et on va prospecter sur ces communes. On va avoir entre une demi-journée et une journée de terrain. Donc c'est assez court, il faut être performant, il faut pas trop traîner généralement. Donc on n'arrive pas les mains dans les poches, on prépare bien notre terrain à l'avance, généralement grâce avec des photos aériennes, des cartes géologiques. On va également regarder quelles espèces ont été vues dans les années précédentes. Parfois, on peut remonter très loin, dans les années 90, même encore au-delà, pour essayer de retrouver ces espèces qui ont été observées auparavant et pas revues depuis. Et donc, on va essayer de prospecter, tous les habitats qui sont présents sur la commune. Des habitats les plus naturels, forêts, zones humides, prairies,
S'il y a des étangs, on va aller prospecter les étangs aussi, parce qu'il y a des plantes aquatiques qui poussent dedans. Donc des habitats les plus naturels aux plus artificialisés. Il faut surtout pas qu'on oublie de prospecter les trottoirs, les friches, les champs, les bords de voies ferrées et même les cimetières. Un bon inventaire communal, on doit forcément passer par le cimetière de la commune. En fait, dans les cimetières, on va trouver les allées, les sépultures et les murs. Eh bien, c'est des milieux qui sont très minéraux, sur lesquels on va retrouver une flore tout à fait particulière. Souvent, elle est commune, hein, mais parfois, on peut avoir des belles surprises et trouver des espèces un peu plus rares ou menacées. Surtout maintenant, avec l'interdiction de l'utilisation des herbicides. Donc, tout au long de notre inventaire, de notre journée de terrain, on va noter toutes les espèces qu'on voit. Ça peut aller de l'espèce la plus commune, comme la pâquerette ou le pissenlit, jusqu'à l'espèce hyper rare, comme le liparis de Lezel. La plupart du temps, donc, on arrive à déterminer les plantes sur le terrain, mais certaines sont un petit peu plus compliquées. Donc soit on prend des photos si ça suffit, ou alors on va prendre un petit échantillon de la plante, ce qu'on a besoin en fait pour la déterminer. Ah, elle est pas mal la photo du cimetière là. Bon, par contre tout ça c'est planté, hein, c'est pas sauvage. Hein. Donc pour ceux qui écoutent après, Kéora vient de mettre une image de cimetière dans la chatroom. Pardon. Pas de souci. Donc oui, parce que certaines espèces, on a besoin de vraiment agrandir ou d'avoir une ouais, loupe, c'est ça, parce on que a les besoin de critères sont matériel microscopiques. de loupe binoculaire ou de microscope pour vraiment regarder. Parfois, il faut regarder la forme des grains de pollen ou disséquer la fleur pour réussir à déterminer à quelle espèce on a affaire. Et donc sur le terrain, on a souvent quelques outils avec nous, donc une petite loupe de botaniste, on dit aussi loupe de géologue qu'on a autour du cou. Ça, faut surtout pas la perdre, sinon on est perdu notre journée, elle est perdue. Et puis on a aussi des bouquins qu'on appelle des flores, qui sont des livres de détermination. Donc généralement c'est des livres, c'est pas le genre de livre qu'on lit juste avant d'aller se coucher. Enfin c'est un peu voilà, c'est des livres un peu compliqués. Et ces livres nous permettent donc de déterminer les espèces qu'on a devant nous grâce à plein de critères différents. Ouais, je fais souvent l'analogie quand j'explique ce que c'est qu'une flore. C'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, sauf qu'à la fin, vous savez quelle espèce vous avez en face de nous. Vous faites des choix à chaque C'est étape. ça. Ouais, non, c'est bien. Et donc, les espèces les plus rares et menacées, on va les localiser précisément grâce à un GPS. Et par contre, on va pas s'embêter de localiser précisément chaque ortie qu'on va croiser sur la commune. Mais ça reste important de savoir que sur la commune, on a de l'ortie. Une fois qu'on a fini notre journée de terrain, c'est pas terminé. Le lendemain ou le surlendemain, quand on retourne au bureau, il faut qu'on rentre toutes nos données dans notre base de données qu'on appelle digital. Digital, petit jeu de mots entre la plante et puis le digital d'internet. Donc on rentre nos données dans cette base de données et ensuite elles sont vérifiées pour éviter au maximum que nos données qu'on rentre des erreurs de détermination dans notre base de données. Donc on a un super petit outil qui nous prévalide en quelque sorte nos données, qui va nous dire tiens attention, cette espèce elle est bizarre, c'est une espèce méditerranéenne, elle a jamais été vue dans la région, faudrait peut-être s'assurer qu'on s'est pas trompé. Et donc quand justement on a ça, on a une petite alerte et on a un botaniste ou un phytosociologue expérimenté qui va venir vérifier la donnée et par exemple demander des photos ou voire même demander à ce qu'on retourne sur le terrain pour valider pour s'assurer que c'est bien cette plante qu'on a vue. Et une fois qu'elles sont validées, ces données, elles sont consultables sur Digital 2. Donc Digital 2, c'est notre système d'information. Donc en gros, c'est un site internet sur lequel vous allez avoir une carte des Hauts-de-France et vous allez pouvoir, par exemple, voir toutes les communes qui vont s'allumer pour l'ortie. C'est donc c'est grâce à ce travail. Hein. Ouais. Ouais. Il faut surtout éviter d'intégrer des erreurs. Parce que sur une journée de terrain, on peut facilement rentrer 200 données, donc 200 noms de plantes différents. Et donc une erreur de frappe, une erreur d'orthographe, ça peut vite
ça peut vite passer et donc la validation c'est super important quoi. Et donc c'est ce travail d'inventaire qui va nous permettre derrière de déterminer si une espèce ou si une communauté végétale est très commune ou au contraire très rare. D'où l'importance en fait de savoir que l'ortie est présente sur toutes les communes, sur toutes les communes pour dire bah voilà l'ortie c'est sûr, on a toutes les observations pour dire qu'elle est très commune. Et le Liparis de Lezel, on a toutes les données pour dire que c'est une espèce qui est très rare. Et puis si grâce aux inventaires qui ont été faits dans les années 90, on compare les inventaires dans les années 90 et les inventaires qui sont faits en 2020, eh bien, on va regarder si certaines espèces sont pas en train de leur population, est-ce qu'elles sont en train de diminuer ou pas. C'est ce qui va nous permettre de dire si une espèce est menacée. Ouais, ça c'est un truc qui me frappe. Enfin, me dire que les premiers inventaires qui ont été faits vraiment exhaustifs, ça date des années 90. Enfin, j'ai du mal à me représenter qu'est-ce qui s'est passé avant, parce que finalement la dégradation de l'environnement, ça n'a pas commencé dans les années 90. Donc si déjà maintenant on est capable de mesurer un tel impact et une telle proportion de disparition en l'espace de 30 ans, bah qu'est-ce que ça a dû être avant, quoi. Qu'est-ce qu'on a loupé, combien il y avait d'espèces avant qu'on n'a même pas recensé et on s'est même pas rendu compte qu'elles avaient disparu. Donc c'est vraiment un travail hyper important, quoi. Ouais, et du coup, les herbiers dont on dispose sont super importants pour ça, pour se rendre compte qu'on avait certaines espèces extrêmement précieuses. Alors, je redonne l'exemple du Liparis de Lezel, qui est vraiment une espèce emblématique. On sait grâce à un herbier qu'on a au CBN qu'il y en avait à Lille. Et donc les herbiers nous permettent de savoir justement certaines espèces très rares, et on en avait à tel endroit et jamais ça nous serait venu à l'idée en fait. Et les herbiers, ça peut remonter jusqu'à quand du coup Clémence, tu disais l'herbier début du 19e siècle, en tout cas le plus vieux dont on dispose au conservatoire botanique. Ouais. Ok. Donc oui, on en a pas mal du 19e. Après on a du 20e et puis pas plus ancien par contre. C'est déjà pas mal parce que oui, ça pose d'autres problèmes de conservation, j'imagine, ce genre de choses. Ouais, c'est tout un sujet aussi ça, la conservation des herbiers. C'est vraiment des documents très 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 fragiles et qui peuvent se détériorer, notamment avec des petites bêtes qui vont venir les grignoter. Donc on a du boulot pour les préserver. Ouais. D'où toute cette logique de numérisation aussi pour préserver le patrimoine. Du coup, pour la petite anecdote pour les herbiers, une fois de temps en temps, pour tuer les petites bêtes qui mangent nos herbiers, il y a tous les botanistes du conservatoire qui font une chaîne humaine et on transporte donc nos herbiers et on les met en congélateur pour tuer les petites bêtes. C'est le plus écologique. Finalement, c'est le plus écologique parce qu'avant, il y avait pas mal de produits chimiques qui étaient utilisés pour la conservation. Donc voilà, on évite un maximum ces produits actuellement. Et puis pour la personne qui touche les herbiers, c'est pas terrible, quoi. Ouais. Ok, gros travail aussi de mettre toutes les planches au congélateur. Mais je pense qu'on fera un épisode sur les herbiers, la question de l'herbier. Ça mérite un épisode entier, quoi. Donc là, actuellement, les observations que vous avez mises sur Digital 2, ça ressemble quoi ça correspond à quoi combien de données actuellement? En fait, on est environ à 4 millions de données, certainement plus déjà depuis que je l'ai écrit. Okay. Donc vraiment, c'est un beau paquet de données donc dans Digital 2. Donc Digital 2, comme Charlotte elle le disait, c'est vraiment notre système d'information. C'est une base de données en fait qui est à disposition aussi du public, donc qui est consultable en ligne. Donc peu importe le niveau, on peut se connecter à Digital. Et noter la plante. On pourra voir si elle est présente par exemple dans sa commune. On pourra voir son écologie, si avec un petit texte, si elle est rare, si elle est menacée ou pas. Voir des cartes. Donc ça c'est la possibilité de consulter tout simplement. Mais on a aussi tout un tas de bénévoles qui ont des comptes. On leur crée des comptes pour qu'ils puissent eux aussi rentrer de la donnée. Donc là, en fait, on a parlé des botanistes du conservatoire botanique qui rendent de la donnée, mais on a aussi beaucoup de bénévoles qui rendent ces données et qui sont hyper précieuses. Donc voilà, si vous êtes dans les Hauts-de-France et que vous êtes, que vous avez déjà un petit niveau en botanique, on peut vous ouvrir un compte.
On a aussi d'autres systèmes, mais je pense qu'on en parlera un petit peu après, donc je m'arrêterai là pour le moment. Ok. Du coup, moi, je me demandais si vous aviez des exemples concrets de plantes ou d'espèces sur lesquelles vous êtes déjà intervenu et pour lesquelles les actions ont eu une répercussion concrète. Ouais, donc là, du coup, ce sera ma collègue Bertie Assé, donc qui est chargée de mission scientifique et qui est référente en conservation. Donc, on parle de conservateur botanique, mais en fait, elle est seule sur la mission de conservation. En tout cas, enfin, sur cette mission bien précise. Après, elle est aidée par les botanistes qui lui ramènent, par exemple, des graines qu'ils auront récoltées sur le terrain. Mais voilà, elle va avoir un petit peu l'aide de nos jardiniers aussi qui travaillent sur le site. Mais voilà, elle est seule sur cette mission. Donc, voilà, je pense qu'on peut. Elle nous a envoyé une petite capsule audio. Pascal, est-ce que tu es prêt à la diffuser? Le Conservatoire botanique national de Bailleul mène des actions de conservation pour préserver les espèces de son territoire d'agrément. C'est-à-dire que les botanistes vont sur le terrain pour réaliser une expertise sur l'état d'une espèce ou d'une population d'espèces et qu'ils vont proposer, si besoin, des actions de conservation à mettre en œuvre. Alors pour cela, on réalise des suivis plus ou moins réguliers des populations. Donc on va compter les effectifs, c'est-à-dire, pour résumer, le nombre de plantes. On va regarder si cette plante fleurit, si elle se reproduit, c'est-à-dire est-ce qu'elle forme des descendants, est-ce qu'elle s'étend en surface. Et on va également évaluer si des menaces naturelles, par exemple une dynamique de végétation trop forte, ou bien des menaces liées à l'homme, pèsent sur cette plante. De tout ça, on va déduire soit que la plante se développe bien, soit qu'au contraire, il faut mettre en place des actions urgentes pour éviter sa disparition. Donc, lorsque les milieux sont gérés par un organisme gestionnaire, en général, celui-ci va pouvoir intervenir en mettant en œuvre une gestion spécifique appropriée à l'espèce. Donc, ça peut être une fauche tardive, un pâturage ou éventuellement une coupe d'arbres, d'arbustes qui sont aux alentours de la plante et qui sont gênants. Par contre, lorsque les sites ne sont pas gérés, c'est un peu plus compliqué d'intervenir et donc là, il va falloir alerter les pouvoirs publics sur l'urgence de mettre en place une action de préservation. Les botanistes du conservatoire peuvent également réaliser une récolte de semences ou de plants, des éclats de matériel végétatif que nous conservons au conservatoire, donc soit dans la banque de semences, soit en culture au jardin conservatoire. Dans certains cas, lorsque les conditions écologiques mais aussi foncières s'y prêtent, on peut remettre des plantes dans la nature, donc en utilisant les semences conservées dans la banque de semences ou au jardin. Alors soit on va agrandir une population qui n'avait plus assez d'individus, donc on va la redynamiser pour qu'elle puisse avoir à nouveau des échanges génétiques de qualité et éventuellement que cette population soit aussi plus attractive pour les insectes du fait qu'elle est plus grande, elle va être plus visible et elle va être plus attractive. Donc elle va pouvoir, cette population, à nouveau se multiplier et c'est-à-dire former une descendance. On peut aussi recréer une population disparue. Donc on l'a fait par exemple pour la ciguë vireuse dans un marais du Pas-de-Calais, on l'a fait pour le jonc rude et on l'a fait aussi pour le millepertuis des marais. Donc concernant cette dernière espèce, donc le millepertuis des marais, Hypericum elodes pour son nom scientifique, nous avons utilisé des plantes qui étaient en culture au jardin et on a introduit ces plants dans un secteur, alors qui bien sûr convient d'un point de vue écologique à l'espèce, mais surtout un secteur qui est géré, qui est en réserve naturelle régionale. Ce lieu d'introduction, il n'a pas été choisi au hasard parce qu'on est proche, on est à 1,5 km d'un secteur où la plante était encore visible dans les années 70,
mais la construction d'un lotissement a conduit à la disparition de la plante. Donc cette introduction, on l'a réalisée en 2018. On a tout simplement planté le millepertuis dans le sol sur des pourtours de mares. Et depuis, les suivis réalisés chaque année ont montré une belle extension de la plante avec des taux de fleurissement et de production de graines assez importants. Donc là, on peut vraiment parler de succès pour cette action de conservation. Alors toutefois, je voudrais vraiment insister sur le fait que ce type d'action, de remettre des plantes dans la nature, ça doit vraiment rester une solution ultime. La priorité, c'est bien de maintenir les espèces en bon état et d'éviter qu'elles ne disparaissent. Super. Moi, ça, c'est un exemple concret du coup de ce qui peut être fait, et je pense que c'est important ce qu'elle dit à la fin de la capsule, souligner le fait que c'est important de conserver les milieux plutôt que de s'évertuer à réintroduire. Il me semblait que au conservatoire, du coup, vous aviez aussi une sacrée réserve de graines, du coup, de toutes ces espèces sur lesquelles vous travaillez. Oui, alors c'est assez impressionnant. Donc il y a 34 millions de graines qui sont conservées au siège à Bailleul, donc tout simplement dans 8 réfrigérateurs et congélateurs. Donc on se dit comment tout ça peut rentrer. Souvent ce qu'on dit aux gens, c'est que les graines c'est pas des noix de coco, hein, donc voilà, elles sont toutes petites, et il y a tout un processus pour qu'elles soit réfrigéré et congelé dans les meilleures conditions. Donc c'est Bertie qui s'occupe de toute cette logique là. Mais voilà, c'est aussi une petite pépite qu'on a au conservatoire, et c'est aussi un patrimoine qu'on conserve, et certaines espèces n'existent plus que sous la forme de graines dans nos congélateurs. Donc voilà, on a une petite responsabilité quand même au niveau de cette conservation. Ok, ça c'est bien, ça fait des super exemples de qu'est-ce que les conservatoires peuvent faire. Et du coup, je m'interrogeais un peu plus largement sur le rôle des conservatoires et de la botanique en général dans le futur. Je crois que c'est assez difficile là pour l'instant d'évaluer l'impact que peuvent avoir à l'échelle d'une région ou de la France de l'implantation d'un conservatoire botanique, parce que comme on disait, ça fait pas si longtemps qu'on fait des inventaires et ça fait pas si longtemps qu'on essaye de gérer un peu cette flore et ces espèces. Mais est-ce que la tendance quand même c'est de créer plus de ces conservatoires ou alors au contraire de réduire leurs activités faute de financement, parce que c'est toujours un gros problème quand on parle de conservation, c'est souvent le financement des actions. Donc c'est quoi la tendance en ce moment, et quelle est l'importance que les institutions donnent à ces structures-là? Alors, on n'a pas les chiffres concrets pour qui doivent être actualisés pour vraiment montrer l'impact qu'on a sur les territoires, mais vraiment, on est considéré comme des référents pour la flore sauvage et les végétations. Donc, on est plutôt bien reconnu par les partenaires, le monde institutionnel, l'État. Voilà, on est sollicité quand il y a besoin. La tendance, oui, il y aura des conservatoires qui vont être créés, comme je le disais tout à l'heure, comme conservatoire botanique de Guyane ou Nord-Est ou en Normandie encore. Donc voilà, et le travail ne baisse pas. Au contraire, on a de plus en plus de sollicitations. Il y a beaucoup de travail, mais oui, l'argent c'est aussi le nerf de la guerre. Donc on a besoin de nos partenaires, on a besoin de nos subventions, et on a besoin que ça continue. Donc la botanique, c'est quand même une discipline assez particulière, parce qu'il faut apprendre à identifier très strictement, etc., plein d'espèces. J'ai pu constater moi-même en cherchant comment apprendre la botanique une fois passé l'université, si on l'a pas fait à la fac, comment on trouve des enseignements en botanique, ça paraît assez compliqué là maintenant, et j'ai l'impression que ces enseignements disparaissent petit à petit. Donc je me posais la question, est-ce que c'est dur en ce moment pour vous de recruter des bons botanistes à Bailleul? Est-ce que vous avez des formations dédiées à ça pour compenser au fait qu'il n'y a plus trop de formations académiques en botanique? Alors, on va répondre à deux, encore une fois aussi, pour compléter. Alors, on donne pas de formation professionnalisante sur la botanique à proprement parler. On donne des formations initiation à la botanique, donc pour le grand public notamment. Donc, c'est vrai qu'il y a peu de formations pour devenir botaniste. Donc, parfois, ça peut être difficile de recruter, mais par contre, les conservateurs botaniques sont quand même attractifs. Donc, les botanistes souvent ont envie de venir travailler chez nous. Donc ça, c'est un bon point.
Moi, ce que je pense aussi en général, c'est que je crois qu'il y aura certainement des nouvelles, les nouvelles générations vont avoir envie aussi peut-être de s'intéresser à tout ça. J'ai l'impression que les métiers de la nature, voilà, ça plaît. Alors la botanique en tant que telle, j'en sais rien, mais en tout cas, on y travaille. Et donc voilà, on a aussi un travail nous de donner envie et de montrer que la botanique c'est pas comment dire une vieille discipline qu'on apprend que dans les livres. Enfin voilà, il y a pas mal de clichés autour de tout ça. Donc j'ai des collègues aussi qui donnent des cours, donc ça peut aussi donner envie. Et nous, on vient aussi proposer nos enseignements. Donc, par exemple, Charlotte, qui est là ce soir, on donne des cours. Donc, je pense que sur cette question-là, elle va être un peu plus précise que moi. Voilà, du coup, Charlotte, je te laisse compléter. Ouais. Je vais d'abord répondre sur est-ce qu'on trouve facilement des botanistes, est-ce qu'on recrute facilement des botanistes? J'ai envie de dire que la botanique, c'est un microcosme, c'est un peu un marché de niche. Donc, d'un côté, ça peut être compliqué pour un jeune botaniste de trouver une place. Et c'est également compliqué pour une structure de trouver des botanistes. Il faut qu'on arrive à se rencontrer, en fait. Ce qui est sûr, c'est que si vous cherchez un poste de botaniste, pas la peine de vous rendre à Pôle emploi. Le conseiller va vous regarder avec des gros yeux et vous proposera probablement plus des postes d'horticulteur ou architecte paysager ou peut-être même jardiland ou gamme vert. Hein. Mais sinon, au niveau des formations, il existe des nombreuses formations, BTS, licence pro, master en écologie. Mais en fait, la plupart restent très généralistes. Moi, j'ai fait un master à Lille, un master en écologie à Lille, et j'ai eu des cours. J'étais que intéressée par la botanique et la phytosociologie et toutes les matières qu'il y a autour. Et j'ai eu énormément de cours de reconnaissance sur les oiseaux, sur les insectes, les mammifères, les amphibiens. Bon, j'ai un peu honte parce que depuis, j'ai tout oublié. Je suis incapable de reconnaître les chants des oiseaux et identifier les amphibiens. Avant, je savais plus ou moins me débrouiller. Maintenant, c'est limite si je sais reconnaître un crapaud d'une grenouille. Bref, mais généralement, c'est les matières qui intéressent le plus les étudiants, en fait. J'étais un petit peu le vilain petit canard. Bref. Et donc aujourd'hui, je suis passée du statut d'étudiante à professeur. Et généralement, sur une promo, donc je donne des cours dans des 2 masters d'écologie à Lille, des cours de phytosociologie. Et donc sur une promo de 20 étudiants, on va avoir 3 botanistes à tout casser, futurs botanistes à tout casser. En tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que pour devenir un bon botaniste, pour espérer trouver derrière un job en tant que botaniste, c'est que les formations universitaires, malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut vraiment s'impliquer dans sa vie personnelle. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est de participer à des sorties nature sur son temps perso avec des associations. Déjà, c'est un bon moyen pour se former, et c'est aussi un bon moyen pour se faire connaître et pour rentrer dans le réseau en fait du domaine de l'environnement qui est vraiment, comme je disais, c'est un microcosme. Tout le monde se connaît et tout le monde connaît tout le monde. Donc, en participant à des sorties comme ça, c'est comme ça qu'on se forme. Donc, pourquoi ? Donc, il faut contacter les assos naturalistes et puis participer à des sorties des conservatoires botaniques, du conservatoire botanique de Bailleul. Sinon, on a dans le Nord-Pas-de-Calais, on a la Société botanique du nord de la France. Je fais un peu de la pub parce que je fais partie de cette asso, je suis vice-présidente, donc je pouvais pas ne pas en parler. Donc c'est une association qui a merci. Donc c'est une association qui a pour vocation de réunir tous les botanistes, amateurs, professionnels, débutants ou expérimentés, et donc de se réunir pour discuter bota sur des sites parfois exceptionnels, faut le dire. On essaie d'aller sur des sites pas forcément facilement accessibles au public. Et donc il y a des sociétés botaniques dans la plupart des régions de France, donc il faut pas hésiter à aller contacter ces associations. Et puis je voulais surtout insister sur le fait que la botanique c'est un métier, mais c'est aussi une passion qui est vécue par plein de gens. Et on a des très bons botanistes qui sont alors amateurs entre guillemets, parce qu'ils ont des niveaux de dingue. Et ces gens, ils sont pharmaciens, ils sont dentistes, ils sont profs de maths, ils sont retraités. On a beaucoup de botanistes qui, à la base, botanistes professionnels, qui à la base n'étaient pas du tout dans le métier.
Donc ouais, c'était leur passion à côté et un jour ils se sont dit C'est ça. je vais être botaniste Je me lance. professionnel. Ouais. Ok. Ouais, Et puis il y a aussi Ouais, vas-y, finis. Je veux donner vous expliquer un petit peu mon parcours. Moi, quand j'étais au lycée, je savais que je voulais travailler dans l'environnement, que je voulais être sur le terrain, et on me disait deux choses. Il n'y a pas de boulot. Alors, c'est totalement faux. Et tu gagneras mal ta vie. Ça aussi, je suis pas tout à fait d'accord. Ça va, je vis bien. Donc, il faut pas... je trouve qu'on décourage beaucoup les gens, en fait, pour travailler dans ce milieu, et je trouve ça très dommage. Ok, message entendu pour les auditeurs. Et, c'est souvent une question que je me pose en fait, à mon sens, et par rapport à tout ce qu'on dit, ça me semblerait important de préserver le métier de botaniste, et pourtant les formations ont eu tendance à disparaître ces dernières années. Alors est-ce que le but c'était de se dire on va s'en sortir avec des amateurs éclairés dont c'est pas le métier principal mais dont c'est une passion à côté, ou est-ce que c'est vraiment une profession qu'il faut sauver, quoi? C'est quoi votre avis sur la question un peu? Sauvons les botanistes. Ah oui, non, mais c'est sûr. Comment dire, les deux sont super importants, quoi. On a à la fois besoin des amateurs qui viennent donner la donnée, comme je disais tout à l'heure. Hein. Notre réseau nous envoie beaucoup de données et on en a besoin. Mais voilà, il y a besoin aussi des pros qui vont les encadrer aussi et qui vont s'occuper de faire ça aussi à temps complet, quoi. Donc encore une fois, je pense que Charlotte aura son mot à dire là-dessus. Je suis d'accord avec Clémence. On dépend les uns des autres. L'un ne peut pas se passer de l'autre. Les amateurs éclairés sont dépendants des professionnels pour plusieurs choses. D'abord, c'est nous qui centralisons les données. Donc, c'est bien beau s'ils rentrent des centaines d'espèces dans leur petit calepin, mais s'ils gardent ça pour eux, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc, nous, on est là pour centraliser les données. Le conservatoire est là pour centraliser les données. Et les botanistes sont là pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur dans leur détermination. Ça peut arriver. Nous, en tant que botanistes professionnels, on fait des erreurs. Donc, un amateur peut en faire également. Donc, nous, on va valider ces données comme on les valide pour nous, les professionnels. Sans ça, ça pourrait être l'anarchie. Certaines personnes pourraient voir, je sais pas, un cocotier en plein milieu de Bailleul, alors que c'est totalement impossible. Et puis, on a aussi, ils sont aussi un peu dépendants de nous parce que on va les former, on va vraiment tout faire pour qu'ils évitent justement de faire le plus d'erreurs, pour qu'ils évitent de faire des erreurs. Et donc, on a créé ce qu'on appelle au CBN des collectifs. Donc, le but, c'est de réunir tous les gens qui sont intéressés par un thème. Donc, on a plusieurs collectifs. On a forcément le collectif botanique qui va traiter des plantes vasculaires. On a un collectif phytosociologie qui va traiter donc des communautés végétales. On a un collectif sur les caracées. Les caracées, c'est des algues vertes d'eau douce. Et on a un collectif sur les bryophytes. Donc les bryophytes, c'est les mousses. Donc ces collectifs, ils ont vraiment pour but de partager nos connaissances avec nos bénévoles. D'un autre côté, nous, professionnels, on dépend des amateurs puisqu'ils vont nous remonter toutes leurs données d'observation, toutes leurs observations de taxons. Donc là, j'ai pris quelques chiffres. Sur la période de juillet-septembre 2021, on a 87 bénévoles qui nous ont rentré 5098 observations. Donc on peut se dire, si tous les 3 mois, on a un peu plus de 5000 observations, ça devient un chiffre vraiment important au fur et à mesure, quoi, et on peut pas s'en passer. Ouais, effectivement, c'est intéressant. Alors justement, sur vous touchez pas que des gens qui sont forcément intéressés et qui pratiquent la botanique, vous faites aussi beaucoup pour toucher et sensibiliser le grand public à ces enjeux. Est-ce que Clémence, tu peux nous parler un peu de tout ce que vous proposez pour les futurs auditeurs qui viendraient visiter le conservatoire? Alors oui, comme je disais au début du podcast, on accueille énormément d'écoles. Donc c'est peut-être le public qu'on accueille le plus au conservatoire. Par exemple, en 2021, on a accueilli 145 classes et c'est à peu près 3859 élèves. Donc voilà, on est content, c'est un bon chiffre et voilà, tous les ans on essaye d'avoir à peu près ce niveau-là. Donc souvent d'année en année les classes reviennent, donc elles sont plutôt contentes et les enfants sont ravis d'être dehors et puis d'apprendre plein de choses sur les plantes. On fait aussi de la formation des professionnels, hein, comme je disais tout à l'heure.
On fait aussi participer, notamment avec les inventaires participatifs avec le public sur les communes. Donc là, tout simplement, on leur apprend à faire un inventaire comme un botaniste le ferait, donc bon, à une échelle un peu simplifiée. Et on essaye aussi d'outiller les associations locales qui pourraient aussi, elles, faire des inventaires à leur échelle. Voilà, c'est aussi pour sensibiliser au métier, comprendre comment nous on fait, etc. Et on a aussi la communication, hein. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais ça reste quand même un outil important, les réseaux sociaux où on diffuse des anecdotes botaniques, on diffuse un maximum d'infos sur ce qu'on fait, on essaye de faire comprendre. Voilà, on est une structure qui est très technique, qui est de haut niveau, mais voilà, on a vraiment envie que ça passe auprès de tout le monde, pour que voilà, on parle de flore sauvage un peu plus dans nos vies. Faut se lancer sur TikTok. Ah, pas encore. Il y a une barrière psychologique, quelque chose, non? Ou je sais pas, je vieillis peut-être aussi. On a tous ce même constat, c'est qu'il y a un gap avec TikTok qu'on n'est pas encore tous prêts à combler, mais Il va peut-être falloir, mais en tout cas, on s'adapte, on essaye en tout cas. Et du coup, donc on avait un exemple d'initiative que vous avez menée en termes de communication. Tu peux, enfin, on peut peut-être diffuser l'extrait. Du coup, je crois que tu as prévu un extrait de avec Thibaut Powell qui nous parle du rendez-vous avec l'environnement. Ouais, donc un programme très complet qui touche tout un tas de publics sur un territoire bien précis. Le Conservatoire botanique national de Bailleul travaille depuis maintenant quelques années avec la communauté de communes de Flandre intérieure. C'est la communauté de communes du territoire du conservatoire, du siège du Conservatoire botanique sur Bailleul. Avec cette communauté de communes, nous avons travaillé dès le début à une évaluation de l'état de la biodiversité globalement sur le territoire. Alors nous nous sommes occupés spécialement de la flore et des végétations, quand le groupe ornithologique naturaliste du nord de la France, lui, s'est occupé plutôt de la partie faune. De par ces actions, nous avons ensuite travaillé à la rédaction d'un carnet intercommunal de biodiversité par commune, et où chaque commune retrouvait en fait une fiche qui présentait un petit peu les éléments naturels caractéristiques du territoire, les espèces, mais également aussi un indicateur sur l'état de la connaissance sur le territoire, avec des notions d'éléments pour savoir s'il faut actualiser ou non ces données, s'il y a des intérêts, des particularités spécifiques sur ce territoire communal. Suite à cela, nous avons engagé avec la communauté de communes un travail, notamment en copilotage, en répondant à un appel à projet de la région qui s'appelle Rendez-vous avec l'environnement, et où, dans cet appel à projet, nous avons fait financer intégralement des animations pour les scolaires, donc 50 animations financées pour les scolaires du territoire, 50 communes, 50 communes sur le territoire de la communauté de communes de Flandre intérieure, donc 50 animations financées, donc avec des enseignants qui pouvaient directement nous contacter pour que nous réalisions des animations, soit à Bailleul directement sur le site du conservatoire, soit l'équipe d'animateurs se déplace dans les écoles pour faire un petit peu un état des lieux de la biodiversité autour de l'école, pour faire un semis de zones fleuries ou encore des plantations d'arbres arbustes. Un autre volet de cet élément et de ce partenariat, c'est également la réalisation d'inventaires participatifs sur le territoire, donc toujours pour travailler au final avec le grand public sur la notion d'inventaire, sur la réalisation d'inventaire, et pour participer à l'amélioration de la connaissance de la flore sur le territoire de la communauté de communes. C'est également la réalisation d'ateliers sur des actions à mener pour favoriser la biodiversité au jardin, des actions sur quelles espèces planter, où planter, comment planter, où s'approvisionner, quelles notions notamment liées à la marque végétale locale, quel apport de la marque végétale locale qui certifie des végétaux d'origine sauvage et locale.
pour planter dans son jardin, mais aussi sur la conception de mares et l'importance de l'eau au jardin, sur l'importance des insectes au jardin et comment les héberger. Donc tous ces différents éléments-là qui ont été abordés lors d'ateliers qui ont été réalisés en soirée sur le territoire de la communauté de communes. Et puis enfin, avec la communauté de communes, on a travaillé également avec les entreprises, notamment, à faire des chantiers de plantation au sein des entreprises avec les équipes salariées sur le temps de travail pour permettre, alors d'une part d'avoir de la cohésion d'équipe, hein, c'est un des éléments, mais surtout pour pouvoir favoriser la biodiversité au sein des structures, pour pouvoir, entre guillemets, exploiter les réserves foncières des entreprises. Et puis un travail également avec les élus, où notamment nous avons organisé une visite de site avec les élus, les techniciens, pour avoir des idées un petit peu de comment favoriser la biodiversité dans la gestion des espaces verts. Alors que ce soit par la gestion des eaux pluviales, mais également par la mise en place de zones de fauche plutôt que de zones de tonte, de rationalisation, de gestion des espaces verts, donc tous ces éléments qu'on regroupe souvent dans l'aspect gestion différenciée. Et donc ces éléments-là sont des éléments qui ont été extrêmement intéressants pour les élus. Et donc ça, ce sont des choses qui seront renouvelées, hein, notamment de par l'arrêt des traitements phytosanitaires dans les stades et terrains de sport, et donc comment le conservatoire aussi pourra accompagner les équipes d'élus, de techniciens sur ces dynamiques-là. Donc on est vraiment dans cet aspect de partenariat avec la communauté de communes, dans un aspect de vulgarisation, donc clairement, de la connaissance scientifique, donc avec les travaux des botanistes qui vont sur le terrain, etc. Et puis comment, grâce à ces travaux, on peut sensibiliser les publics, on peut sensibiliser et agir avec les élèves, on peut intervenir dans le monde de l'entreprise, on peut travailler avec les élus pour faire prendre en compte cette biodiversité grâce aux disciplines de l'écologie et de la botanique. Voilà, donc c'est un petit exemple d'action que mène le conservatoire, notamment avec la communauté de communes de Flandre Intérieure, mais comme il pourrait également le mener avec d'autres collectivités, comme on le mène également avec d'autres collectivités, notamment sur les atlas de biodiversité communaux, et d'autres collectivités avec qui on pourrait travailler plus spécifiquement sur les aspects d'éducation à l'environnement, de sensibilisation, alors d'éducation à l'environnement, des scolaires certes, mais de tous les publics. Hein, on est éduqué et on s'éduque tout au long de la vie. Beau message effectivement, donc vous agissez et chez les citoyens et chez les décideurs et les communes, etc. Donc c'est bien de faire remonter tout ça aussi. Juste une petite question dans la chatroom, quelqu'un qui disait maintenant on sait que les plantes c'est aussi des interactions avec des insectes, des interactions avec des champignons, et il demande si vous travaillez aussi avec des mycologues, donc des spécialistes des champignons, et des entomologues, donc des spécialistes des insectes. Alors, est-ce qu'on travaille avec eux ou est-ce que nous aussi on est experts en entomologie? Ah bah, les deux. Est-ce que vous avez des gens qui travaillent sur ces questions au conservatoire, ou est-ce que c'est quand même, ça reste un peu à part? Non, alors on n'a pas d'entomologue au conservatoire botanique. Après, on travaille avec eux. Enfin, ça reste des partenaires, mais directement non. Je pense qu'il y a la même question pour les champignons. Alors c'est pareil. En fait, on travaille avec la Société mycologique du Nord de la France pour les questions des champignons. C'est une thématique sur laquelle on va devoir travailler de plus en plus, par contre. Pour le moment, on s'appuie sur la Société mycologique du Nord de la France. Ok. Donc c'est deux communautés très distinctes qui tendent à se mélanger de plus en plus, c'est ça? Oui, alors de toute façon, il n'y a pas de frontière entre les disciplines, mais c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir se concentrer sur une chose bien particulière pour aller au fond des choses, je pense. Voilà, autant qu'il y ait des experts un peu en tout et qu'on échange entre nous, mais que chacun aussi puisse avoir une fonction de pointe, finalement.
Et on parlait réseaux Oui. sociaux, etc. Est-ce que vous faites aussi des visites virtuelles, genre avec une petite caméra, vous vous baladez avec des petits ateliers ou des petits trucs comme ça, non? Alors, on a une visite virtuelle des jardins, donc si vous voulez aller voir sur notre site, vous allez pouvoir voir Avec la carte, ouais. avec la carte un petit peu à quoi ressemblent les jardins. Donc ça a été fait il y a quelques années, mais voilà, ça pourrait vous donner une idée. On essaye de développer un petit peu les vidéos. Alors pour le moment, c'est à petite échelle, hein. On fait des petites vidéos courtes et un peu pédagogiques, mais oui, on aimerait bien développer un peu plus cet aspect-là. Après, l'idée, c'est que les gens continuent à venir nous voir quand même. Donc voilà, on est pour le digital, mais on est aussi pour les contacts quand c'est possible. Ok. Et du coup, pour compléter cet éventail un peu de questions sur la conservation botanique, concrètement, qu'est-ce qu'une personne random qui écouterait l'épisode au hasard pourrait faire après l'épisode pour contribuer, elle aussi, à préserver la flore ou à soutenir les activités du conservatoire? Alors déjà, s'intéresser tout simplement à la flore, c'est déjà énorme. Déjà, se pencher sur la question, c'est déjà bien. Visiter notre site internet, parce qu'il y a plein de ressources aussi à consulter en ligne. Pareil, nous remonter de la donnée si vous êtes déjà amateur et que peut-être vous avez jamais transmis vos données. Alors là, renseignez-nous, rapprochez-vous de nous, on vous donnera la marche à suivre. Par contre, si vous êtes novice et que vous avez quand même envie de remonter un peu de données sur les plantes, on a aussi un site de sciences participatives, donc avec un portail multi-espèces, c'est-à-dire par exemple vous avez vu je sais pas, telle espèce à tel endroit et que vous êtes sûr que c'est cette plante-là, vous pouvez remonter la donnée avec une petite photo, la localisation, une petite description. Donc nous, c'est toujours intéressant. On a développé aussi des sites pour des espèces en particulier comme le gui, la marguerite et le nénuphar blanc. Donc c'est des opérations qui sont terminées pour le moment, mais rien n'empêche de continuer à remonter de la donnée. Par contre, pour le territoire des Hauts-de-France, pour le moment, en tout cas, pour nous, c'est ça. Après, vous pouvez vous rapprocher d'autres conservateurs botaniques nationaux. Et puis, venir aussi chez nous. Si vous avez une classe, n'hésitez pas à faire un voyage de classe et réserver une animation, pourquoi pas. Et puis, si vous pouvez, agir chez vous. Alors, c'est sûr que ça va pas forcément demain changer la face du monde, mais si vous avez un jardin, même s'il est petit, plutôt que de mettre des plantes horticoles qui ont été fabriquées par l'homme, essayez de planter des essences locales. Alors il y a la marque végétale locale, vous pouvez aller voir sur internet ce que c'est. Donc c'est une marque qui permet en fait de respecter un certain cahier des charges qui prouve que la plante est d'origine locale et sauvage. Voilà, donc pas tout simplement acheter le mélange de graines de fleurs qui sont pas forcément sauvages et qui sont génétiquement modifiées. Donc voilà, ça part d'une bonne intention, mais c'est pas le mieux. On a aussi à Bailleul une grainothèque. Alors ça fonctionne comme une bibliothèque. Vous pouvez venir emprunter des graines de fleurs sauvages à Bailleul. Vous les semez chez vous et si ça pousse, vous venez nous ramener de la semence l'année d'après. Alors là, ça marche que pour le territoire, des Hauts-de-France, hein, parce que si quelqu'un du sud vient pour prendre des graines, ça va pas fonctionner parce que c'est pas génétiquement tout à fait les mêmes les mêmes caractéristiques. Voilà, donc je pense qu'il y a des petites choses à faire au jardin, tout simplement. Et puis sinon, continuer à s'intéresser, s'émerveiller, et puis quand vous le pouvez, transmettre ce que vous savez aux autres, ce sera déjà énorme. Merci, je pense qu'ils vont repartir avec plein d'idées là à la fin de cet épisode. Du coup, comme on arrive à la fin de l'interview, je pose les deux traditionnelles questions de fin d'interview à vous deux. Alors la première, c'est quelle est la question qu'on vous pose tout le temps et à laquelle vous êtes lassés de répondre? Bon je me lance et puis je laisserai Charlotte dire après. C'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais bon, en tout cas il n'y a jamais de questions bêtes ou questions lassantes. Enfin, moi je parle en tant que chargée de com et en tant que plutôt avec la casquette sensibilisation, où voilà, on a vraiment envie que les gens viennent nous poser des questions et au contraire on
on aime bien y répondre. Alors on peut pas toujours, mais on essaye. Après, il y a une question qu'on nous pose de plus en plus, et notamment les médias aussi, c'est l'impact du changement climatique sur les plantes sauvages. Alors pour le moment, c'est un peu compliqué d'y répondre, donc voilà, j'aime pas trop cette question, les collègues non plus, parce que en fait, on n'a pas encore beaucoup on n'a pas encore beaucoup de recul pour répondre à ça de manière scientifique. Donc oui, il y aura des impacts, mais lesquels et dans quelle proportion, on ne sait pas trop. Et la deuxième question, je pense que Charlotte, ça ressemblera un peu, c'est est-ce que la plante, elle se mange et si c'est non, la personne, dit c'est nul. Voilà, moi, ça me rend un petit peu triste parce que voilà, les plantes, elles n'ont pas forcément besoin d'être utiles pour exister, donc voilà, j'aime bien rappeler que la plante a le droit d'exister pour elle-même et pour sa valeur intrinsèque, tout simplement. À moi. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, je vais me lâcher. J'ai une question qui me revient, mais très très souvent, et même des personnes de ma famille me l'ont posée. Et je crois qu'ils ont arrêté. C'est bon, je pense qu'ils ont compris. Donc cette question, c'est j'ai des pucerons sur mes rosiers. Comment je peux faire pour m'en débarrasser? Donc généralement, je réponds que je ne fais pas de jardinage et je ne suis pas horticultrice. Et en plus, je suis probablement la personne la moins bien placée pour répondre à cette question, parce que dans mon jardin, je laisse faire la nature. Je tonds rarement ma pelouse. Donc à la limite, ce que je répondrais vraiment, c'est moi, je laisse les pucerons. Si mon rosier y crève, je mettrai un sureau ou un noisetier bien de chez nous, végétal local, un truc du genre. Voire même, il crève, c'est tout. Je le remplace pas et puis on verra ce qui pousse à la place. Et puis sinon, je rebondis sur ta question, Clémence, à quoi sert une plante? Est-ce qu'elle se mange? J'aime bien comparer notre patrimoine naturel à notre patrimoine historique. Personne ne viendrait n'oserait demander à quoi ça sert de conserver le Louvre ou le château de Versailles. Ça paraît naturel, ça paraît évident. Notre patrimoine naturel, donc les plantes et la faune, c'est exactement pareil. Faut pas se poser la question. C'est un patrimoine qui est inestimable et il faut le conserver pour ce qu'il est et pour rien d'autre. Je pense que c'est un beau message. Et du coup, à l'inverse, quelle est la question qu'on vous pose jamais, mais à laquelle vous auriez bien aimé répondre un jour? J'ai pensé à quelque chose peut-être tout bête, c'est on me demande jamais pourquoi est-ce que t'aimes bien les plantes, et j'aime bien y répondre parce que tout simplement parce que j'aime le monde vivant, j'ai envie de transmettre aussi tout ça via ma fonction conservateur botanique. On a l'impression qu'elles sont immobiles, qu'elles servent à rien, mais pourtant voilà, elles ont tous leurs petits secrets et finalement on a encore certainement découvert très peu sur elles. Et puis voilà, il y a vraiment une belle diversité, une poésie aussi et une beauté autour de ces plantes sauvages. Je précise sauvages, et puis voilà, c'est vraiment notre quotidien. On a tendance à les oublier et elles font un peu partie du décor, mais je pense que personne ne pourrait vivre sans elles. Et toi, Charlotte, du coup? C'est beau. Alors moi, au début, je savais pas trop quoi répondre à cette question. Et en fait, j'ai un collègue qui m'a soufflé ça. Donc cette question, c'est quoi une plante? Donc ça revient un peu à ce que tu dis, Clémence. C'est une question qu'on pense bête à la base, mais en fait, les gens, ils voient des plantes tous les jours dans leur jardin, sur leur balcon, un pot à l'intérieur de leur maison. En plein centre de Paris, entre les dalles de béton, il y aura une plante quelque part, ou en plein milieu de l'autoroute. Ouais, tout le monde pense connaître ce que c'est une plante et en plus pense que c'est inutile aussi, oui, comme tu as dit, Clémence. Et globalement, parce que les gens s'en foutent un peu de savoir ce que c'est une plante. C'est une discussion que vous avez déjà eue d'ailleurs avec Marc-André Sellos, donc on va pas revenir dessus. Mais du coup, je me suis dit, mais en fait, si quelqu'un me pose cette question, je saurais pas par où commencer. Parce que les plantes, c'est un monde tellement différent, tellement à part, c'est un règne différent de celui des animaux. Donc il faut vraiment réfléchir différemment pour comprendre une plante. Les plantes, elles vont vivre, se reproduire, se nourrir et respirer de façon complètement différente, voire même à l'inverse de nous, d'une façon inverse à la nôtre. Et donc ça signifie que les plantes, elles ont inventé une manière différente d'être vivant.
Et donc finalement, mon collègue, il a fini par dire, pour trouver des êtres vivants d'autres formes de vie, il n'y a pas besoin de scruter l'espace, il suffit tout simplement de baisser les yeux vers la Terre. C'est beau aussi. Ouais, c'est beau. Bah, je pense que pour poursuivre un peu vers la fin de l'émission, là, il y a une autre citation qui vient d'être posée dans la chatroom et que peut-être on peut partager parce que c'est joli. C'est Kaou qui l'a posté et ce serait apparemment de Jane Goodall. Pourquoi parle-t-on de vandalisme lorsqu'il détruit un chef-d'œuvre de l'homme alors que ceux qui détruisent les chefs-d'œuvre de la nature s'abritent si souvent derrière les termes de progrès ou de développement? Ça donne matière à réfléchir. Et puis, comme l'heure avance un peu, je vous propose de partager la citation que vous avez ramenée pour la fin d'épisode. Bah oui, on était plutôt d'accord, Charlotte et moi, sur cette citation. Donc, tout simplement, je vais vous la lire. Donc, il me semble que le monde naturel est la plus grande source d'excitation, la plus grande source de beauté visuelle, la plus grande source d'intérêt intellectuel. C'est la plus grande source de tellement de choses dans la vie qui rend la vie digne d'être vécue. Donc c'est une citation de David Attenborough, qui est rédacteur scientifique, écrivain et naturaliste britannique. Voilà, je pense que ça résume plutôt l'état d'esprit qu'on a eu ce soir. Donc voilà pourquoi on l'a choisi. Bah, je pense que c'est une très très belle citation. D'ailleurs, petit mot, je crois que David Attenborough a commenté un nouveau documentaire là qui sort sur la BBC, il me semble, qui s'appelle Green Planet, et ça a l'air assez fou en termes d'image et de narration, etc. En plus, il a une voix incroyable. Enfin, voilà, faut écouter David Attenborough. Je pense que c'est la plus belle voix naturaliste qu'on peut écouter. Voilà. Donc je sais pas si Cléora, Pascal, vous avez des choses à rajouter ou d'autres questions à poser pour la fin d'émission. Non, moi ça me va. Même la citation du collègue de Charlotte, finalement, pour trouver des êtres vivants de différentes formes, il y a juste à baisser la tête. Moi j'aime beaucoup ça. Pour terminer là-dessus, c'est super. Voilà, baisser la tête. Eh bien, du coup, on arrive à pour lui rendre hommage, je vais lui dire de dire son petit nom. Donc c'était Emmanuel Cato qui nous a sorti cette belle citation. Très bien, on le remercie alors. Comme on arrive à la fin de cet épisode plein de verdure, c'est le moment de vous remercier. Merci Clémence, merci Charlotte, merci aussi à vos collègues pour leurs précieuses interventions. On espère qu'à l'issue de cet épisode, vous serez motivés pour faire de petites choses pour préserver la flore avec autant d'ardeur que la faune. Comme on disait, il suffit de baisser la tête. N'oubliez pas de soutenir les conservatoires et leurs initiatives dans le futur. Et pour finir, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures scientifiques dans vos petites oreilles. Et en attendant, que servir la science soit votre joie.